Eh bien, bonjour à tous. On va démarrer ce troisième épisode de Sous le Capot. Donc, c'est un podcast qui essaie de raconter un peu les coulisses de la tech. Aujourd'hui, j'ai donc deux personnes qui viennent de chez Back Market. Je vais vous laisser vous présenter. Et deux personnes de Malte. Pareil, on va tous se présenter. Moi, très rapidement, c'est Hugo Lassiège. Je suis développeur back-end, front-end, je sais même plus vraiment. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de front-end et je vous laisse la parole. Moi, c'est Guillaume, je suis développeur front-end et je suis staff engineer depuis 3 ans chez Back Market. Moi, c'est Antoine. J'ai rejoint Back Market il y a 6 ans maintenant et pareil, je suis développeur front-end plutôt côté plateforme. Donc moi, c'est Nicolas. Je suis chez Malte depuis bientôt 5 ans et donc je suis développeur front-end dans la Tribe Platform aussi. Et moi c'est Victor, et pareil, développeur front-end depuis 2 ans et demi chez Malte, mais je suis plus orienté produit, mais bon, un peu plateforme quand même. Alors je me suis pris quelques petites questions avant, histoire de se dire, ok, mais c'est quoi développeur front-end déjà d'une part? On va essayer de définir ça assez rapidement, parce que j'ai entendu développeur front-end plateforme, développeur front-end produit, qu'est-ce que ça veut dire quoi exactement? Et plus spécialement, après, on parlera un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire développeur front-end dans une boîte comme les nôtres. Donc, c'est quoi développeur front-end plateforme? De mon point de vue, il va y avoir les front-end qui vont être très orientés vers l'interface, donc savoir afficher quelque chose sur la page, faire de la feature et développer des fonctionnalités pour finalement les clients. Et il va y avoir les front-end comme moi qui travaillent plutôt côté plateforme, qui sont là pour développer plutôt de l'outillage et des fonctionnalités, mais à destination des autres développeurs. Et est-ce que tu pourrais compléter, tu disais plutôt dev côté produit, est-ce que tu es un peu d'accord avec la... Ah oui, je suis complètement d'accord, ouais. C'est vraiment, tu développes vraiment l'application finale et tu vas utiliser les outils que le développeur côté plateforme va faire. Et en gros, plateforme c'est pour simplifier tout ce que le développeur côté produit va faire pour moi. À votre avis, développeur front-end, donc dans des boîtes comme les nôtres, est-ce que c'est très différent de ce que vous avez pu voir par ailleurs dans des boîtes un peu différentes? Nous, j'ai envie de dire certains vont nous appeler des pure players web. Est-ce que vous avez ressenti ça, vous, en arrivant chez Back Market et chez Malte, qu'il y avait vraiment une différence d'appréciation de ce que c'est le front-end? C'est assez similaire de mon point de vue. Je viens d'une agence avant Back Market et donc on développait beaucoup de projets pour d'autres clients, des petits et des gros, dans tous les secteurs. Et pour le coup, j'avais à peu près le même métier au quotidien. On avait les mêmes préoccupations, les mêmes métriques qu'on suivait au quotidien aussi. Donc pour moi, c'est assez sensiblement la même chose. Ouais. Et donc tu faisais ce que j'appellerais de la production, c'est-à-dire que vraiment tu avais une notion de trafic utilisateur qui venait sur le site et puis tu regardais un petit peu est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que j'ai une surconsommation, comment ça fonctionne sur les postes clients, etc. Tout ça, tu le faisais déjà. La seule grosse différence pour le coup avec Back Market, c'est qu'on s'appelle les front-end, mais en fait, en vrai, on est des front-end web. Il faudrait préciser ça à chaque fois, parce qu'on a aussi toute une équipe de mobile qui est aussi un front-end finalement. Et dans mes précédents jobs, j'avais pas autant de mobile, ou en tout cas, c'était plutôt web que mobile. Donc c'est la grosse différence pour moi, mais sinon c'est la même chose. Dans une agence aussi, on n'était pas beaucoup, donc c'était pas vraiment pareil à niveau monitoring, etc. On n'est pas ça en place parce qu'il fallait que le client paye pour ça. Et il voulait souvent pas payer pour les tests ou pour les monitoring. Du coup, c'était on devait un peu tout faire, mais j'étais le seul front au début. Donc j'ai vraiment tout dû expérimenter, Nux, le CI, déploiement, etc. Et c'était assez chaud quand t'es tout seul. Mais c'est pour ça que j'ai bien vu la différence en arrivant chez Malte. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une différence, par contre, entre nos deux boîtes. Je pense que la façon dont on appréhende, par exemple, le trafic utilisateur qui vient chez nous est assez différent. J'aimerais bien qu'on essaie de l'illustrer avec des ordres de grandeur. Back Market, d'après moi, c'est entre guillemets, oui, c'est du grand public. Donc ça veut dire que vous devez, je pense, avoir un trafic qui est beaucoup plus important. Est-ce que je me trompe? C'est quoi l'ordre de grandeur à peu près? Je pense pas. Je pense que toi, tu as les chiffres les plus... ou pas. Non, je serais pas capable, moi. Non, je vais pas avoir les chiffres de trafic. Parce que, d'après moi, vu que c'est plus du B2C, il doit y avoir déjà une consommation qui doit être avec beaucoup de, moins de garanties que chez nous. Ce que je veux dire par là, par exemple, sur Malte, globalement, un trafic, c'est 9h, 18h. C'est un horaire de bureau. Et les gens, ils viennent pas le week-end. Alors, c'est pas tout à fait exact, hein, évidemment, je caricature. Il y a quand même des gens même qui viennent la nuit pour faire des devis sur Malte. Mais globalement,
on n'est pas une boîte sur laquelle, après 18h, il y a plus trop d'activité. Alors que j'imagine que sur Back Market, c'est un peu différent. Vous pouvez, j'imagine, avoir des gros pics de trafic, même le week-end, après un Black Friday, par exemple. Ouais, ça c'est certain. Black Friday, des campagnes publicitaires. Quand j'ai rejoint la boîte, je me rappelle qu'il y avait une campagne sur l'émission Koh-Lanta qui générait beaucoup de trafic à vraiment un moment spécifique de la soirée. On est déployé dans plusieurs pays, donc effectivement on a du trafic aussi 24 heures sur 24. Et on a aussi beaucoup de back-office qui sont utilisés à divers endroits du globe. Donc oui, effectivement, on est différent sur ce point-là, à mon avis. Ouais, nous c'est assez constant comme tu l'as dit, et c'est vraiment, on remarque que le trafic est essentiellement entre 8h et 18h, où on peut avoir voilà, j'avais noté entre 2 millions et 3,5 millions de requêtes par jour dans ces plages horaires. Et la nuit, à partir de 20h, ça tombe à moins de 1 million de requêtes, et voire moins de 500 000 la nuit. Quoi. Et nous, finalement, c'est un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens vont sur Back Market avant d'aller au travail, et ils retournent sur Back Market après leurs horaires de boulot. Ouais. Et et j'imagine que le week-end, il n'y a pas tellement de baisse. Il y a plus de trafic le week-end, ou au contraire, c'est la semaine? Difficile à dire, je pense que ça s'équilibre. Je pense qu'on retrouve un peu de trafic, un trafic plus haut qu'en horaire de boulot la semaine. Et puis après, ça va dépendre des pics. Koh-Lanta, c'est un bon exemple. Le samedi soir, il y a probablement, s'il y a une pub, le trafic qui monte en flèche. Il y a un effet qui est intéressant, par exemple, on a le focus du trafic change sur les équipes au fur et à mesure de la période de l'année. Typiquement, Black Friday et Noël, c'est la période phare. C'est là où on a le plus de trafic. Je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Et le mois de janvier, le focus change complètement, et c'est sur le service après-vente et sur le support client. Que là, du coup, la pression arrive. Alors, on ne parle pas du tout du même trafic, hein, on est d'accord, mais la pression est différente, et ça shift un peu entre toutes les équipes comme ça au fur et à mesure de l'année. Est-ce que ça veut dire que vous avez des choses qui sont particulièrement mises en place pour l'élasticité de la stack? C'est-à-dire, est-ce que vous mettez, je sais pas, plus de nœuds, par exemple, qui répondent aux requêtes, des trucs comme ça? Ça peut arriver. Je ne crois pas que ça soit complètement automatisé, pour le coup. Ça l'est. C'est complètement automatisé. Alors, on va avoir un minimum de pods pour nos différents services. Et en fonction du nombre de requêtes et en fonction de la latence moyenne, on va dire, certains nouveaux pods vont être créés pour essayer de diminuer la latence et répondre aux nouvelles attentes. Et après, pour les pics anticipés, Black Friday ou même une pub planifiée à l'avance, on va avoir tendance peut-être à préparer, à reconfigurer pour augmenter un peu la limite basse des pods, histoire de pas partir de la limite très très basse, mais d'essayer de capitaliser un petit peu sur le fait qu'on va avoir un fort rapport trafic. Et donc ça, en fait, j'aurais tendance à dire, ça induit des contraintes sur la façon de développer. J'imagine que, je sais pas, vous devez tenir compte de ça en disant, ok, il y a des fois, il y a le Black Friday, je peux pas me permettre de faire X appels sur le back-end, etc. Enfin, je sais pas, je suppose. Hein, nous, globalement, sur Malte, on a des contraintes, évidemment, mais j'aurais tendance à dire qu'elles sont plus côté SEO. Enfin, quoique, vous devez aussi avoir des contraintes SEO. Ouais. Mais nous, finalement, c'est un peu ça qui nous a un peu drivé sur les contraintes. Tu veux dire sur le choix de... Sur le choix des technos. Ouais, on reviendra sur le choix des technos en Ouais. lui-même, mais tu dirais qu'il y a d'autres types de contraintes, toi, que tu as considérées? Non, effectivement, je pense que c'est pas aussi fort que ce que tu disais pour ce qu'ils peuvent rencontrer chez Back Market. Mais nous, ça va plus être au niveau du SEO. Puis je pense, par exemple, on a quand même des contraintes au niveau de la performance. Par exemple, sur les pages profils, sur la recherche. Il faut que ça reste navigable, mais c'est pas des contraintes aussi fortes, je pense, que ce qu'ils ont chez Back Market. Pour donner un petit ordre de grandeur, sur Malte, quand on se lance dans un nouveau pays, 80-90% du trafic, c'est les pages profils. Donc c'est pour ça que celles-ci, elles sont particulièrement importantes. Ouais, c'est l'équivalent d'une page produit sur un site e-commerce, en fait. Ouais. Alors, il y a un choix sur lequel on n'a pas participé, c'est le choix d'être sur Nuxt. Ça a été fait avant qu'on arrive dans l'entreprise. Par contre, on est arrivé à faire un choix il y a maintenant 1 an et demi, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on reste sur Nuxt en passant à Nuxt 3 ou est-ce qu'on change de stack technique?
Ça a été une longue investigation, un long débat, parce qu'on avait des intérêts et des inconvénients de tous les côtés. En gros, les deux challengers, c'était switcher à React et passer sur Next et rester sur Next 3, donc rester en vue qu'on avait déjà. Et au final, on a fait le choix de rester sur Next 3 parce que c'était un effort de migration qui semblait être moins important. Une techno qu'on connaissait déjà, même si Next 3 changeait beaucoup par rapport à Next 2. Donc ça reste du vieux. Ça reste Voilà. quand même mieux. Donc plutôt que de tout réécrire, on s'est dit, bon, on a beaucoup étudié Next 3, ce qu'il y avait à l'intérieur, ce qui n'était pas encore à l'intérieur, parce que c'était assez jeune comme projet. Et on a décidé de rester dessus. Ouais. Donc là, on est en cours de migration sur Next 3. Ça fait un moment qu'il est sorti déjà. Mais vu la taille du projet, ça prend du temps et il faut organiser et synchroniser tous les efforts. On migre page par page pour éviter d'avoir un Big Bang effect et avoir justement beaucoup trop de problématiques de performance, de sécurité, c'est ce qu'on fait aussi. etc. Et c'est pas encore terminé. C'est quoi les gros challenges? Il y en a plusieurs. Le premier, je pense que c'est un challenge d'organisation, d'arriver à mettre les gens autour d'une table et de se synchroniser, parce que chaque sous-partie du site est gérée et ownée, comme on dit, par une équipe spécifique. Et une page peut être construite avec 5 ou 6 équipes différentes. Donc il faut arriver à faire un effort synchronisé dans le temps et avec la bande passante suffisante pour que ça se termine aussi au même moment. Et ça, c'est pas facile. On a eu un autre challenge qui est venu de nous, pour le coup. On a changé de charte graphique, là, il n'y a pas longtemps. Du coup, c'était l'occasion de passer à cette nouvelle charte, parce que les deux projets ne pouvaient pas être faits en parallèle. On n'avait pas assez de gens, hein, clairement, pour développer les deux. Donc ça a rajouté encore à l'effort de migration. Et puis, après, tout l'opérationnel qui a géré, qui met un peu des bâtons dans les roues au quotidien. Donc c'est un gros tas de challenges à gérer au quotidien, et c'est pour ça que ça prend un temps important, quoi. Pour donner un petit aperçu de la difficulté, vous êtes combien? En front web, on est autour de 30 aujourd'hui. Ok. Et au total, sur l'équipe engineering, Back Market? Engineering, je ne saurais pas dire. 120, je pense. Ouais, comme ça. comme ça. 150 peut-être au sens large. Je crois que c'est 80 back-end, un truc comme ça. Ouais, je pense 80 back-end. Une quinzaine de mobiles. Voilà. Si on rajoute les PM, les EM, Product Manager, Engineering Manager, Designer peut-être. Comment ça s'insère dans une roadmap où il n'y a pas que, évidemment, de la technique? Comment est-ce qu'on fait des migrations technologiques de ce type-là? Ça s'insère mal. Parce que forcément, le produit forcément, on ne délivre pas autant, voire presque plus de produits dans certaines équipes depuis longtemps maintenant. Donc c'est quelque chose qui est difficile à communiquer, mais il faut arriver à user de diplomatie pour faire entendre que c'est un investissement et qu'après, on aura beaucoup moins de contraintes pour délivrer plus de produits. C'est le contrat. Mais bon, c'est vrai que c'est sûr que ça fait grincer des dents. Et au même titre que quand on ne fait pas ces migrations techniques, c'est pour le coup l'équipe technique qui grince des dents parce qu'on n'avance pas assez vite et on se mord la queue, c'est des cycles, hein, de toute façon. Donc, L'aspect sécurité aide pas mal aussi de se dire que Vue 2 arrive en fin de vie, qu'on va plus avoir de patch de sécurité. Là, d'un coup, on a un allié de poids qui est la sécurité, enfin l'équipe sécurité chez Back Market qui vient nous dire « Ah, ce serait pas mal peut-être que les équipes produits leur allouent plus de temps à la migration de la stack technique, etc. » Pareil pour les perfs, de se dire que la nouvelle version améliore les perfs, peut-être qu'on peut s'appuyer aussi sur le SEO pour venir nous aider dans la planification. Ouais, pour être honnête, ça se passe quand même très bien. Enfin, l'équipe produit comprend tout à fait le challenge qu'on a devant nous, parce que c'était quelque chose qui a été repoussé et c'était en dehors de nos... Enfin, si on avait pu le faire plus tôt, on l'aurait fait. Mais Nux 3 a mis du temps à sortir et du coup, on a été malheureusement contraint de suivre. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, peut-être que tu as un avis différent, mais les produits sont vraiment compréhensifs et ils attendent de pied ferme de pouvoir délivrer plus de produits, ça c'est certain. Mais ils nous accompagnent bien et ils sont avec nous et ils nous aident beaucoup. Donc, Je trouvais que chez moi c'était un peu ça au début aussi. Au niveau produit, c'était dur à justifier parce que c'était au début de Nux, c'était un peu crash test. Ouais, clairement. Il y a eu un peu de réticence, c'est sûr. Et en fait, du coup, nous, ce qu'on a mis en place, c'est une squad dédiée pour faire ces migrations et aider en fait les squads produits à travailler et les accompagner en fait sur ces migrations. Parce que du coup, on ne pouvait pas se permettre de faire en sorte que les squads produits arrêtent complètement de faire du produit pendant des mois et des mois. Donc, on a mis en place une team spéciale qui, du coup, va accompagner
team produit et s'occuper des migrations de leur scope. Et donc ça a quand même fait pas mal avancer les migrations et ça a permis en même temps comme tu disais, de faire en sorte d'embarquer tout le monde, de montrer un peu les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut utiliser maintenant avec Nuxt. Et donc c'était quand même une bonne idée, ça a fait pas mal avancer la migration. Je pense que tu peux peut-être préciser, parce que nous on vient d'un peu plus loin quand même. On n'était pas sur Nuxt 2 avant. Enfin, disons que Tout à fait. du Nuxt 2, on en avait quelque part qui traînait. Ah ouais, mais c'était très très localisé, donc c'était sur notre nouveau site, c'était la première version de notre nouveau site marketing, donc les pages déconnectées de Malte, donc la home par exemple. Et en fait, effectivement, c'était donc à la base fait par une agence, donc la compétence pas du tout en interne chez Malte. Et donc on a eu cette petite partie en Nuxt 2 à migrer, mais sinon, donc comme dit Hugo, nous on vient des JSP, donc les Java Server Pages, qui permettaient de faire donc qui étaient là en fait pour les contraintes SEO. Et donc à côté de ça, on avait donc des templates handlebars, des modules JavaScript maison, JavaScript, TypeScript et des applications vues, 3, mais en single page application. Okay. Donc pour tout ce qui était partie dynamique, espace connecté de Malte. Et encore un peu de vue 2. Et avant Nuxt, donc il y a eu une migration en vue 3 déjà, donc ça on l'avait fait avant. Ce que j'allais dire, ça a bien aidé ça a bien aidé, parce qu'on a migré sur l'API de composition, il y a eu un peu de friction pour passer tout là-dessus, mais ça s'est bien fait, donc ça a bien aidé au chantier de migration de Nuxt. Mais en fait, nous on s'est pas vraiment posé la question, est-ce qu'on va passer sur du Next, est-ce qu'on va faire du React ou pas, parce que il y avait la compétence Vue.js au sein de l'équipe engineering, donc on est une centaine de personnes, je pense, dans la team engineering, et donc tout le monde maîtrise plus ou moins Vue.js. Donc avec les contraintes SEO qu'on avait, ça semblait assez naturel de partir sur Nuxt plutôt que de redévelopper une stack ou un outil à la main avec, je sais pas, ce qu'on peut faire du SSR avec Vite ou autre chose, mais voilà, ça semblait plutôt assez logique de partir sur Nuxt. Ouais. On s'est posé la question aussi de faire du Vue avec Vite à la main. Mais ça a été écarté parce que ça représentait quand même un effort de maintenance non négligeable en tout cas. Mais on s'est vraiment posé la question à un moment donné. Parce que, de faire un moteur SSR maison, c'est bien. Oui. On a une petite app qui tourne dessus quand même. On a la partie d'authentification justement. On s'en est servi pour bêta-tester, on va dire, la Vue 3, la stack, etc. Ça fonctionne correctement. Alors après, la page d'authentification, forcément, c'est pas grand-chose. Il y a deux formulaires, ça va. Mais voilà, c'était une des options qui pouvait se défendre. Je pense qu'on a bien fait quand même de partir sur Nuxt parce que, même si c'est vrai que quand on est parti dessus au début, il y avait des choses qui étaient vraiment pas matures. Quand on a eu des soucis en production assez importants, on a passé des semaines à essayer de diagnostiquer le problème. De contexte, des sessions utilisateurs qui leakaient entre requêtes sur des requêtes simultanées sur le serveur, et donc on se retrouvait sur notre page avec des informations d'un autre utilisateur dans la navbar, donc c'était assez critique comme problème. Et donc c'était un souci interne en fait à Nuxt, voire peut-être même à Vue, je sais plus. Mais ça a été fixé assez vite à partir du moment où on a pu du coup débugger le truc en direct avec Sébastien Chopin, qui a passé du temps avec nous et qui a appelé tout de suite Daniel Rowe ensuite à la rescousse, et ils ont poussé un fixe. Alors, pour précision, Sébastien Chopin fait partie, c'est l'un des fondateurs de Nuxt. Le fondateur de Nuxt, oui. Ouais. Et Daniel Rowe, c'est un des contributeurs majeurs. C'est le lead de la core team. Ouais. Donc oui, parce que c'est vrai que c'est pas forcément su, mais Nuxt, c'est un framework, je vais pas dire français, parce que il y a plein de contributeurs qui viennent de partout. Oui, le créateur est français. Mais il y a quand même effectivement une bonne core team qui vient là-bas. C'est quoi, c'est Bordeaux, c'est ça? Bordeaux, lui il est de Bordeaux. Lui, il est de Bordeaux. C'est ça, et c'est... je trouve moi que la communauté Nuxt, la façon dont c'est géré, c'est... ils sont très accessibles, c'est vraiment bienveillant, et c'est assez simple d'ouvrir une issue, d'avoir une réponse assez vite, c'est assez simple de contribuer. Je pense que d'un côté, c'est assez utile pour nous et ça nous a bien servi. D'un autre, si on était parti sur quelque chose comme Next, c'est plus mature, donc il y aurait peut-être moins eu ce genre de soucis, mais je pense que sur un framework de genre, c'est plus difficile de porter sa contribution, voire
d'essayer de driver un peu les... Ah, ils sont assez ouverts les features. Actifs, quand même. Ouais. Côté la Team Next, Je pense qu'ils se sont assez réinventés aussi avec l'effort de Nox 3. Parce que ouais, ça, je ne savais pas comment... sur la période Nox 2, c'était plus compliqué pour le coup. En tout cas, nous, chez Back Market, on a eu une expérience un peu plus compliquée. Et ça faisait partie des discussions quand on a dû faire le choix de partir sur Next, ou de rester sur Next, ou même de faire du vue vite. On a fait des correctifs dans Nox, par exemple, qui ont été publiés 2 ans après. Et qui avait un impact qui était non négligeable sur notre infrastructure et sur la performance et du coup le chiffre d'affaires, etc. Donc c'est vrai que c'était pas idéal tout le temps, mais on a tendance assez vite à oublier tous les bienfaits qu'apporte un framework, quel qu'il soit. Quel que soit le trade-off qu'on peut avoir, il fait quand même beaucoup de choses sous le capot et il nous sert beaucoup. Donc ouais, partir à 100% à la mano, ça a été écarté pour le coup. Pour préciser, parce qu'en fait, c'est vrai que tout à l'heure tu disais il y avait plein de technos. Donc, au final, on avait 6 ou 7 technos côté front. Enfin, disons que quelqu'un qui fait du front chez Malte, avant, il devait connaître. Effectivement, tu l'as dit, JSP, Vue, etc. Donc 6 ou 7 technos. Et en fait, c'est pas uniquement il devait les connaître. C'est que quand il devait résoudre un problème, si par exemple, je sais pas, on parle de l'internationalisation, eh ben, il fallait le résoudre dans les 7 technos. Et il fallait que ce soit compatible, c'est-à-dire que si j'ai un fichier qui me donne l'ensemble des clés de traduction de Malte, il fallait que ça marche dans les JSP, en Vue, Vue 2, Vue 3, en Next 2, etc., etc. Et donc, ça a commencé à nous coûter très très cher. Ouais, il y avait une charge cognitive assez élevée par développeur. C'était assez énorme. Quand tu arrivais sur la stack en tant que jeune développeur de Malte, c'était compliqué. Et c'est vraiment la première fois qu'on parle vraiment de ça en se disant bon, ce serait pas mal quand même pour respecter nos contraintes SEO, qu'on puisse quand même utiliser ce qu'on fait en Vue, mais qu'on fasse du SSR. SSR, on a commencé à en parler vers 2020. À ce moment-là, on ne savait pas trop comment l'aborder. Je ne sais plus si Nuxt était déjà là en 2020. De Nuxt 2, il était déjà. Ouais. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi, on franchit pas le cap en 2020, et c'est vraiment plus tard qu'on se dit, bon, là quand même, ça commence à peser très très lourd cette stack un peu historique. C'était début 2022 que tu as commencé début 2022. À creuser un peu, et puis été 2022, tu avais fait les premiers prototypes pour voir que Nuxt répondait bien aux différents use cases qu'on avait, donc internationalisation, je sais plus quel autre truc. Est-ce qu'il y a des challenges particuliers qui sont encore à résoudre? Je sais qu'il y en a, mais je pose la question de pure format. C'est énorme. Alors nous, il y en a un gros là qu'on aimerait bien résoudre. C'est en fait depuis quelques années, donc on fait une espèce de sorte de micro front-end dans certaines parties de la plateforme. Alors c'est pas du micro front-end pur, dans le sens où on n'a pas un framework qui va agréger les différentes apps et vraiment qui va être là pour faire du micro front-end, mais on a quand même certaines parties de la plateforme où sur une page, on fait une espèce d'intégration dynamique d'une application qui est du coup ownée par une squad en particulier et qui va atterrir sur une page alors qu'elle est aussi utilisée dans une autre partie de la plateforme. Et donc ça, ça nous a donné quand même pas mal d'avantages sur le déploiement, sur l'ownership de ces applications, le fait qu'un front-end va communiquer uniquement avec un seul back-end. Et donc on avait trouvé une technique maison avec les JSP, et avec Nuxt, en fait, on est limité parce qu'on ne peut pas inclure plusieurs applications Nuxt sur une même page, histoire de conflit avec une variable globale, un contexte global. Et donc voilà, ça c'est un des gros challenges qu'on a pour l'instant. Donc on a essayé de résoudre ce problème en utilisant des iframes dans certaines parties de l'application, mais ça marche pas très bien, quoi. On va pas se mentir, en termes de performance, c'est vraiment pas ouf, et même en termes d'UX, par exemple, le seul fait qu'il puisse y avoir des éléments qui sortent un peu de la frame, que ce soit un tooltip ou je sais quoi, ça peut déborder. Donc, ouais, c'est sûr. Donc voilà, c'est un des gros challenges qu'on a avec ça. C'est pour ça que notre navbar, pardon, vas-y. Non, je parlais parce qu'on a une navbar aussi qu'on n'a pas pu faire en iframe du coup parce qu'elle n'est pas rectangulaire. La précédente, toute la partie de navigation, que ce soit sur le côté ou sur le haut de la page, avec du coup nos technos d'avant, c'était un micro front-end, donc on le déployait une seule fois, c'était présent dans toutes les pages de la plateforme. Et là avec Nuxt, en fait, c'est un module Nuxt qu'on va intégrer dans chaque application, mais du coup, le fait de changer une petite ligne de code dans ce module, on va devoir redéployer toutes les applications. Ce qui est un peu moins pratique. Et d'ailleurs,
Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a Nuxt qui a en cours de développement les multi-apps. Exactement. Qui devraient... Exactement. Et ça, du coup, on l'attend de pied ferme, ce truc. Et du coup, nous, en fait, dans la squad front-end de la Tribe plateforme, donc on aimerait bien en fait contribuer à cette issue. On a prévu du temps pour essayer de faire des choses là-dessus en Q2. Donc on va voir, on voudrait bien contacter la team et voir ce qu'on peut faire dessus pour essayer de voir avec eux ce qu'on peut faire, parce que c'est vraiment un point de blocage pour nous pour l'instant. Oui, c'est sûrement possible. Ouais, avec un proto, c'était pas super propre. Hein, j'avais patché le corps de Nuxt et j'avais réussi à faire tourner 2 apps en même temps. C'est vrai, Victor, t'avais fait. Je sais pas les conséquences de ce que ça peut faire. Hein. Par contre, donc on n'a pas. C'est pour ça qu'on a dit on va faire des iframes à la place. On n'était pas trop sûr du résultat. Je crois Daniel avait commenté oui, ne faites pas ça. Donc bon. Et parce que vous n'avez pas ce genre de situation. Enfin, j'imagine que s'il y a plusieurs équipes aujourd'hui, tu disais une page, elle peut être composée de plein de composants qui viennent de plein d'équipes. Donc ça veut dire que vous avez potentiellement aussi le même sujet. Enfin, est-ce que je veux déployer un composant de façon unitaire d'une équipe et je veux pas redéployer toutes les applications qui en dépendent? Comment vous avez traité ça? Du coup, nous, on a pris la seconde option. Pour le moment, c'est-à-dire que on va avoir 4-5 applications. Si jamais on change une partie commune, par exemple l'internationalisation, on va se retrouver à déployer nos 5 applications complètement en fait. Du coup, pour nous, ça revient à l'idée du module qui du coup est partagé mais qui force un redéploiement. C'est ça. Mais est-ce que du coup vous avez du déploiement continu en production automatique? Automatique, ouais. Ouais, à moitié. Okay. C'est pas un commit égale un déploiement, c'est ouais. plutôt on a 2 trains de release qui partent par jour. D'accord. Avec possibilité d'en faire une manuelle. Donc du coup, il n'y a pas de risque en fait de se retrouver avec un oubli de déploiement en prod une fois que tu as poussé quelque chose sur un module. Non. Et là, dans l'année, on passe en continuous a priori. Ouais. Donc, j'imagine que vous avez une bonne couverture de tests. Elle pourrait toujours être meilleure. Mais toujours, oui. Mais on a une intégration. Ouais. Du coup, au niveau des tests, comment vous en sortez avec les tests de Nuxt? Parce que du coup, nous, on a un setup qui est basé sur Nuxt Test Utils, qui est bien mieux que ce qu'on avait avec Nuxt 2, où on simulait un moteur Nuxt dans les tests unitaires. Nuxt Test Utils le fait pour toi avec un vrai moteur Nuxt, pour le coup. Mais de mon point de vue, ça ressemble plus à des tests d'intégration qu'à des tests unitaires, donc ils sont plus longs. On va tester beaucoup plus de choses sur une page. Est-ce que vous avez... Comment vous avez solutionné ça? C'est une question très intéressante parce que donc, quand on est parti sur Nuxt 3 assez vite, on a essayé de mettre en place les tests unitaires et il n'y avait pas grand-chose, voire rien du tout qui existait avant que du coup Daniel Rowe pousse de son côté Nuxt Vitesse. Environnement Nuxt, ouais. Et donc en fait avec Nuxt Test Utile, dès le début on n'a pas réussi à ne faire qu'un seul test, on n'arrivait pas à avoir ce qu'on voulait, quoi. Ça n'a pas trop marché. Donc on n'est pas parti là-dessus et on a essayé. Pardon, le Nuxt Vitest, c'est finalement devenu ensuite. Ça a été émergé finalement dans Nuxt Test Utile, ouais, tout à fait. Mais en fait, au départ, c'était séparé. Tu avais effectivement ces tests qui étaient plus des tests d'intégration où tu peux tester une page complète de Nuxt, donc ça te monte un environnement Nuxt. Et donc il y avait Nuxt Vitest de l'autre côté. Et nous, on est plus parti là-dessus pour les tests unitaires, ce qui fait qu'en fait, on testait nos composants ou nos pages comme des simples composants vus, donc sans l'environnement Nuxt à côté. Okay. Et du coup, donc avec Vue Test Utils, et du coup, ça nous a contraint de moquer pas mal de choses côté Nuxt. Donc tout ce qui est composable de chez eux, use Nuxt app, use runtime config, tout ce genre de choses. Mais au final, ça nous permet quand même de faire des tests de composants, des tests de composable, en fait, tout ce qui va demander un petit peu de logique et qui peut être testé de façon unitaire, ça on peut le faire. Et d'un autre côté, donc depuis maintenant quelques mois, on a mis en place des tests avec Playwright. Donc on fait des tests qui sont plus des tests d'intégration, mais qui permettent de tester des pages complètes. Ça va pas être vraiment des tests end-to-end parce que du coup, on va pas utiliser l'infrastructure telle qu'elle est, donc on va pas aller jusqu'au back-end complètement. En fait, on a un serveur Node qui va tourner et qui va nous moquer toutes nos API, qui va intercepter en fait tous les calls vers l'API et qui va nous renvoyer les réponses qu'on a configurées. Et du coup, avec Playwright, on va pouvoir tester une application complètement isolée. Okay. Et donc, ça va nous permettre de faire des tests
assez poussés, donc sur des pages complètes. Donc c'est pas vraiment des tests unitaires parce que on a plusieurs composantes qui entrent dans le test, mais c'est pas non plus des tests end-to-end, et donc on peut les jouer aussi dans la CI, et donc ça permet de... En local. En local, voilà. Donc ça nous apporte pas mal de robustesse, c'est assez intéressant. Et d'un autre côté, on a aussi des gros tests end-to-end qui eux, vont tourner sur notre environnement de test. Et question, parce que nous, on avait commencé à mettre en place des tests d'intégration, justement avec Playwright. Le problème qu'on avait, c'est que pour faire tourner un test d'intégration, tu lances un serveur Next, que tu as configuré d'une certaine manière pour te répondre des réponses moquées. Le problème, c'est que nous, on voulait tester différents scénarios. Par exemple, sur la homepage, se dire tel appel API retourne une réponse de succès, mais dans tel autre scénario, comment ça se passe avec une erreur. Et du coup, ça, vous le gérez. Ouais, on peut le faire aussi, tout à fait. Ouais. Du coup, en fait, on fait plusieurs tests. Comment vous avez fait pour configurer le back-end, pour configurer les mocks, pour répondre soit à un cas d'erreur, soit à un cas de succès, par exemple? On peut configurer la requête fetch de la manière qu'on veut juste avant le test. Statut, body, tout ça. Ouais, tu configures ce que tu veux, tu dis si ça te retourne une erreur ou pas suivant le call, et tu fais avant chaque test, et du coup avant d'accéder à la page en fait. Il faut qu'il relance un Chrome entre chaque test, je crois. Entre chaque scénario. Entre chaque scénario de mock différents, je crois. Ouais. Même dans les tests avec des boucles, il relance à chaque fois un Chrome. En fait, tu peux définir vraiment les expectations qu'on peut avoir entre les différents tests sur toutes les requêtes que tu veux. Tu peux définir soit une réponse au global pour tous les tests qui vont passer, ou soit une réponse différente par test. Mais du coup, vous relancez pas le serveur Next à chaque fois? Non, on relance pas le serveur Next. Non, il est toujours relancé. Et du coup, c'est bien, vous moquez bien les résultats de tests des requêtes qui sont faites côté serveur. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est que sur les SPA que j'ai testé, mais... Parce que autant sur la SPA, du coup, je vois un peu l'idée de se dire qu'on laisse Playwright intercepter la requête qui, elle, est émise du navigateur, donc du coup, chaque test gère son truc. Mais nous, ce qu'on a du mal, c'est faire la même chose sur les requêtes qui sont émises depuis le serveur, parce que là, du coup, intercepter la requête avec Playwright ne marche plus, parce que c'est plus Playwright qui est en charge de faire la requête, c'est finalement le serveur node qui tourne derrière. Ouais. Et du coup, on n'avait pas trouvé de solution. Ouais, peut-être qu'on a loupé un truc, mais... Nous, je sens que là, on va rentrer tellement dans les détails que on a un serveur proxy ce serait qui va rediriger ce serait un bon moment d'échange à faire hors de ce podcast pour rentrer là-dedans. Mais c'est vrai que c'est Nico GD qui l'avait fait, donc c'est vrai que j'ai pas l'implémentation exacte du proxy. En fait, on a un proxy, il y a un serveur proxy qui... En fait, il y a 3 serveurs. Il y a le serveur Nuxt qui tourne, il y a un serveur proxy, et il y a un serveur moqué du back-end. Parce qu'en fait, nous, notre back-end, c'est nos API Java, quoi. Et du coup, le proxy, lui, il va intercepter toutes les requêtes. Et s'il voit une requête, par exemple, on va dire qu'il va commencer par /API quelque chose, il va renvoyer toutes ces requêtes vers le serveur moqué Node, qui va acter comme le serveur du back-end. Et toutes les autres requêtes, c'est les requêtes de l'application Nuxt. Donc, il va renvoyer sur... Ok, je voudrais bien qu'on en discute après, alors, parce que ça typiquement, c'est les réponses non statiques, donc tout ce qui est dynamique qui nous pose problème. Donc, typiquement, un endpoint qui incrémenterait un chiffre, tu l'appelles une fois, il t'envoie 1, tu le rappelles une deuxième fois dans le même test, il te renvoie 2, et ainsi de suite. Et ça, on n'a pas la réponse technique à ça. Ok, on pourra regarder. Super. Plutôt rentable. Et parce qu'on va bientôt arriver sur la fin, moi j'ai envie de savoir si quelles sont d'après vous un peu les prédictions que vous avez sur toute la partie front-end. C'est-à-dire que, si je prends un peu les dernières années, si je suis très large, sur 10 ans, le front-end il a quand même pas mal changé, quoi. Entre je fais tout mon front-end avec du jQuery, du machin, etc. Après, on a eu les SPA, on a eu des Angular, Backbone, machin, etc. On commence à faire du SSR depuis je sais pas quelle année, mais ça commence à se démocratiser dans beaucoup de boîtes. C'est quoi pour vous un peu les prochains trucs qu'on va essayer d'adresser? Elle est dure cette question. Ouais. Il y a toujours eu des allers-retours un peu sur le front-end, j'ai l'impression. Au début, il fallait faire des SPA, après il faut faire du SSR, après les gens commencent à dire maintenant non, en fait le SPA c'est mieux. Ouais. C'est toujours un peu des ping-pong. Ouais, moi je dirais comme ça en regardant un peu ce qui se passe dans l'écosystème, que tous ces espèces de frameworks un peu light, un peu nouveaux, type Remix, Astro Build, ce genre de choses
vont pas mal, à mon avis, être développés. En tout cas, je pense que la période SPA, purement single page app dynamique, est un peu, je dirais, j'ai l'impression que c'est un peu révolu maintenant. Mais bon, c'est vrai que parfois c'est un peu des cycles. Peut-être aussi éviter de se baser sur le DOM virtuel. Il y a quasiment tous les frameworks, on va dire majeurs, se basent sur un DOM virtuel. Je suis pas sûr pour Angular, mais peut-être. Ouais, c'est un peu. Ouais, j'ai plus les détails, mais ouais. Mais du coup, il y a pas mal de nouveaux frameworks du genre Quick qui bypassent complètement ce truc-là et en fait se basent simplement sur des attributs HTML pour redémarrer en fait là où il s'était arrêté côté serveur. Donc je pense pareil côté Vue d'ailleurs avec leur système de Vue Vapor qui va essayer d'enlever complètement le DOM virtuel. Donc je pense essayer d'aller un peu plus dans ce niveau-là pour essayer d'être plus proche des navigateurs, peut-être plus léger sur certains aspects, peut-être plus performant, mais tout en essayant de fournir la même DX qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il y a maintenant il y a un bon accent qui est mis sur la DX, enfin en tout cas avec Nuxt. La DX et la rapidité de build, là, ils sont beaucoup sur Rust là, pour les outils de build là, avec Rolldown. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que pendant des années on a vu des frameworks qui sortaient, mais non, pas tous les jours, mais assez fréquemment. Il y avait tout le temps un nouveau framework et en fait là j'ai l'impression que depuis quelques années, on voit pas mal d'évolutions sur les outils de build. Ouais. Et c'est très agnostique en plus, ils sont pas, c'est plus très fermé. Maintenant, ils veulent faire des trucs très partagés. En tout cas, côté native Vue, en tout cas, mais un petit peu moins très coopératif quoi maintenant. Je trouve, il y a beaucoup moins de concurrence qu'avant. Ils sont plus. Même l'équipe de Next, qui a fait Nitro, qui a utilisé le côté solide, qui ouvre pas mal à d'autres frameworks ou à d'autres méta-frameworks. Ouais, côté DX, le mec qui a fait l'extension Volar, qui l'ouvre aussi pour Astro, etc. Donc, non, vraiment. En tant qu'utilisateur, en tout cas, moi, il y a un truc aujourd'hui qui me frustre un peu. Je vois par exemple ce qu'on a fait sur Malte, je ne sais pas si vous avez ce problème, mais on se retrouve avec finalement plein de SPA. Tu disais, les SPA, mais en fait, on en a encore quand même pas mal, quoi. Et en fait, ces SPA, quand on passe d'un endroit de Malte à l'autre, en fait, c'est pas la même. Donc, on se retrouve, si on les a mis avec un rendu côté client, à avoir des petits spinners. Alors qu'on est toujours sur le même site, on se retrouve avec plein de petits spinners en fait, ça, c'est... quand on bascule de l'une à l'autre. Quand tu as demandé quels étaient les gros challenges que vous avez à résoudre dans les temps qui vont venir, je pensais à celui-là en deuxième aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup d'applications Nuxt qui sont qui sont plutôt en CSR, donc client-side rendered, et essentiellement pour des problématiques de coût. Et en fait, effectivement, quand on navigue d'une page à une autre, d'une SPA du coup à une autre, et on va avoir le temps de chargement de l'app Nuxt qui va arriver sur la page qui va être assez visible, même avec une bonne connexion. Et c'est pas aussi fluide que si tu navigues d'une app SSR à une autre. Et donc ça, c'est un peu aussi la façon dont est architecturée notre plateforme, parce qu'on a beaucoup d'applications en fait, de petites applications. Donc une page, ça va être une application, une autre page, c'est une autre application. Et en fait, peut-être que si on avait que, j'espère, 3 ou 4 applications qui agrégeraient plein de pages, on n'aurait pas de ces soucis-là. Après, pour le déploiement, ça mais voilà, après, il y a encore la problématique aussi. Ouais. Après, globalement, je pense qu'on se dirige vers une cure d'amincissement du web, j'espère en tout cas, avec les serveurs components et ou les component island. Enfin, moi, en tout cas, j'attends de pied ferme que ça soit stable dans Nuxt pour pouvoir faire jouer avec. On retourne à ce qu'on avait avec PHP et JSP. C'est un cycle. C'est un cycle, effectivement, ouais. Mais ça va faire du bien, et ça fera du bien aussi pour la DX, ça fera du bien pour le tooling, ça fera du bien aux apps Electron, ça fera du bien partout, quoi. Donc, je croise les doigts, on verra bien. Il y a un truc où je suis content, c'est que TypeScript soit vraiment par défaut partout sur les apps front maintenant. Ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 5 ans, 6 ans, ce niveau framework. Ouais, pas encore de compréhension côté navigateur, si je dis pas de bêtises, mais... C'est en discussion, mais je suis pas sûr que ça arrive. Il y a toujours cette étape de transpilation TypeScript, JavaScript, mais oui, c'est vrai qu'avec Vue 2, faire du TypeScript, c'était... avec Nuxt 2 aussi, c'était un peu l'enfer. Et bien sur ces paroles, on va dire, peut-être où on s'est tenté à faire un peu de prédiction et à parler un petit peu du futur,
on va clore cette session. J'ai bien noté que peut-être à un moment ou à un autre, il faudra reparler de tout ce qui était Unitaire entre nous. Et puis, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci. Bon après-midi.